Avant de commencer la vidéo, sachez que je publie 2 à 3 vidéos par semaine. Alors pour être mis au courant des sorties, abonnez-vous, likez la vidéo et activez la petite cloche pour ne rater aucune vidéo. Ça me donne de la motivation et du courage pour continuer. Merci à vous. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous allons parler d'un sujet qui va mêler misère, meurtre et petites annonces. Bonne vidéo à tous. 2001, aux États-Unis. Comme partout dans le monde, c'est la crise économique et des annonces fleurissent sur les sites internet spécialisés pour des recherches d'emploi comme le célèbre site Craigslist. Craigslist est donc un site web américain très célèbre, un peu comme le Bon Coin chez nous, avec des objets à vendre, des logements ou encore des offres d'emploi. Cependant, il est devenu un outil de terreur après que la mort de 3 hommes ait fait la une des journaux. Scott Davis, ce jour-là, aurait mieux fait de ne pas répondre à une annonce pour trouver un emploi. Retour sur les crimes cachés derrière un site de petites annonces. Scott Davis était dans une situation financière très compliquée et se connecta à Craigslist pour trouver un emploi. Et il tombe sur une petite annonce alléchante. L'annonce proposait $500 par semaine dans un super cadre et avec un logement de 2 pièces dans une roulotte dans l'Ohio. Il s'agissait de travaux de ferme. En tout cas, l'annonce vendait du rêve. L'annonce paraît crédible et fait très professionnel. Il décide de répondre à l'annonce. D'ailleurs, le propriétaire de l'annonce demande de ne pas le contacter par téléphone, mais juste par courriel. Il s'appelle Jack. Ils se donnent rendez-vous devant un restaurant pour déjeuner ensemble. Une fois sur place, Scott voit Jack accompagné d'un autre homme qui a environ 16 à 17 ans et qui se présente comme Brogan, son petit-neveu. Jack a quant à lui environ 50 ans et marche avec une canne. Ils vont déjeuner dans le restaurant. La discussion s'amorce. Ils parlent entre eux de religion, de la foi chrétienne et de quelques versets de la Bible, étant tous les trois très bercés dans la religion. Ils vont également discuter de motos, Scott en possédant une. Tout se passe bien. Jack paie l'addition et en sortant du restaurant, il explique à Scott qu'il a eu beaucoup de dégâts pas loin de la ferme à cause de la pluie et qu'il a besoin de lui pour un coup de main. Jack propose de prendre juste sa propre voiture. Ils montent donc tous les trois dans la voiture de Jack et s'enfoncent de plus en plus dans la forêt sur une route de campagne typique de l'Ohio. Il fait de plus en plus sombre, la lumière ayant du mal à passer entre les arbres. Et la route devient de plus en plus compliquée. Elle se transforme en sentier et Jack leur propose donc de continuer à pied. Scott, pour l'instant, est plutôt confiant. Tous les trois sortent de la voiture et continuent leur route à pied sur ce petit sentier de forêt. La forêt devient de plus en plus dense. Et là, Scott commence vraiment à se poser des questions. Jack dit qu'il s'est trompé et qu'il faut faire demi-tour. Et quand il se retourne, Scott entend un bruit qu'il reconnaît immédiatement, se retourne et voit le pistolet de Jack. Il a le réflexe de se protéger le visage avec son coude et Jack tire dans le bras de Scott. Scott a réussi à prendre la fuite dans les bois et il entend Jack continuer à tirer et l'entend appeler Brogan à la rescousse pour essayer de le rattraper. Il se passe ensuite plus de 8 heures de chasse à l'homme dans la forêt. Scott, heureusement, connaît bien les bases de la survie et arrive même à se cacher dans une souche. Il va se laver dans une rivière pour effacer ses traces de sang, pour éviter les bêtes sauvages. Et retourne se cacher dans la souche. Des écureuils essaient même de manger ses plaies pendant qu'il est dans la souche. Une situation donc bien compliquée pour Scott. Après un moment à attendre, il se croit sain et sauf. Mais son smartphone manque de batterie et émet un son. Mais Jack est encore dans le coin.
Il l'entend se rapprocher. Il entend les bruits de pas de Jack, qui passe même à quelques centimètres de sa cachette. Mettez-vous à sa place, blessé, caché, avec un meurtrier qui passe à quelques centimètres de vous. Ça doit être une situation vraiment angoissante. Heureusement, Jack et Brogan quittent les lieux. Scott entend la voiture de loin qui s'éloigne. Scott peut enfin sortir de sa cachette et marche pendant des heures. Il est perdu dans cette grande forêt, désorienté. Par chance, il tombe sur 2 maisons au bord d'une route. Il décide de toquer à l'une d'elles. Une jeune fille ouvre et il demande si ses parents sont là. Et il dit qu'il a besoin d'aide. La jeune fille lui dit qu'ils sont absents mais que sa grand-mère est là. Il demande alors à la grand-mère d'appeler la police. La police arrive enfin et commence à questionner Scott. Le shérif ne comprend pas trop les explications de Scott. Il est assez confus et sous le choc, ce qui peut se comprendre. Et dans le secteur, il est très rare d'avoir ce genre d'incident. Le shérif pense à une histoire de drogue. Il vient en aide à Scott et il l'envoie à l'hôpital pour ses blessures. Une enquête démarre, mais aucun Jack n'habite dans le coin et il ne dispose d'aucune preuve à part le témoignage de Scott. Pendant ce temps, une personne de Virginie du Nord, une sœur, n'a plus de nouvelles de son frère David Pauly, âgé de 51 ans. Il a un peu le même profil que Scott. Il cherchait également du travail et il était dans une grande misère financière. Sa sœur a entendu parler de l'affaire Scott Davis à travers des journaux et elle a fait le lien avec la disparition de son frère. Elle contacte les policiers qui viennent ensuite l'interroger. Il avait aussi postulé à une offre d'emploi dans l'Ohio. La police se retrouve donc avec 2 cas similaires qui semblent reliés. Et pourtant, par rapport à l'annonce qui disait que c'était un grand ranch, le shérif se dit qu'il n'y a quasiment pas de ranch dans le coin. Surtout pas de la taille qui était décrite dans l'annonce. La police recontacte Scott, qui essaie de se rappeler de la route et arrive à les conduire là où il s'est fait tirer dessus. Des chiens renifleurs sont aussi envoyés sur place pour fouiller les bois. Ils trouvent des endroits où la terre est retournée. Ce sont des tombes. C'est près de l'endroit où Scott s'est fait tirer dessus. On peut alors imaginer qu'ils amenaient la victime là pour les enterrer ensuite rapidement. D'autant plus qu'une tombe était déjà creusée. C'était celle destinée à Scott. Il découvre donc des restes humains. Le cadavre retrouvé est celui de David Pauly. Mais il ne retrouve aucune trace de Jack. Aucune trace n'est là pour les aider à part le site Craigslist. Mais au moins, le témoignage de Scott est validé, malgré les doutes que son témoignage a pu amener. Il commence par enquêter sur le restaurant où Scott, Jack et Brogan ont déjeuné. Ils ont trouvé des images de vidéosurveillance où on peut les voir discuter ensemble. Ils ont enfin des images des suspects. Malgré tous ces éléments, ils n'arrivent pas à identifier les suspects. L'enquête continue également sur le site Craigslist. Ils pensent à juste titre que Jack n'est pas un expert en informatique et que son identité serait vite retrouvée. Et ils avaient raison. Ils le retracent donc très facilement grâce également à son téléphone portable. Jack s'appelle Richard Beasley. Il habite dans un quartier industriel délabré à Akron, dans l'Ohio. Les policiers ont pu facilement l'intercepter parce qu'en passant dans le quartier, ils le voient en train de traverser la route. Ils l'arrêtent. Richard Beasley ne montre aucune résistance. Mais lors de l'interrogatoire, il dit ne pas vouloir répondre à leurs questions et veut un avocat. Même quand certains policiers lui montrent certains faits, il décide de tout nier. Richard Beasley était déjà connu par les services de police. Il avait fait 12 ans de prison dans le passé pour des vols. Brogan, quant à lui, n'a jamais caché son identité. Et les policiers l'ont vite retrouvé.
Borgone, quant à lui, collabore beaucoup plus. Il raconte qu'il a rencontré Beasley à l'église et que Beasley était un ami de son père. Ils ont développé une relation père-fils. Mais Borgone, dans l'interrogatoire, craque et avoue que Richard Beasley et lui ont mis au point une arnaque sur le site de petites annonces Craigslist. Cette arnaque consistait donc à appâter les gens, les tuer et les voler pour pouvoir, dit-il, survivre. Donc les véhicules, les affaires personnelles. Beasley a une fille, Tonya, et est divorcé depuis des années. Sa fille ne vivait plus avec son père et habitait chez sa mère. Pour les enquêteurs, tout devient plus clair. Mais Beasley les interrompt en disant « Il y a plus ». Les enquêteurs apprennent alors qu'il y a une troisième victime, Ralph Geiger, 6 mois plus tôt. C'était encore une fois le même scénario. Ralph cherchait du travail et il est tombé sur Beasley et a disparu. Beasley aurait également volé l'identité de Ralph Geiger et faisait des petits travaux sous le nom de Ralph. Parce que oui, Beasley était en période probatoire et chercher du travail avec un casier était très compliqué. Quelques semaines après ces révélations, le corps de Ralph Geiger est lui aussi retrouvé dans les bois, pas loin de l'endroit des premières tombes. Un autre homme, Timothy Kern, 47 ans, encore une fois du même profil que les autres hommes, est également tombé dans le même piège. Il avait été tué pour seulement $5. Richard Beasley et Borgone sont jugés pour les 3 meurtres et la tentative de meurtre sur Scott Davis. La mère de Richard Beasley, Carol, se confie sur son fils. Elle dit avoir une certaine empathie pour lui, en même temps ça en reste pas moins la mère. Elle ne comprend pas comment il a pu devenir méchant comme ça. Et elle dit que s'il en vient à tuer pour survivre, c'est qu'il devait être dans une situation financière catastrophique. Elle dit aussi qu'il aurait subi des violences physiques par son beau-père et même des abus sexuels par des voisins adolescents. Lors du procès, les avocats ont mis en avant des problèmes d'alcoolisme et de dépression liés à ces traumatismes. Beasley, qui a maintenu une position de non coupable tout au long de son procès, a été reconnu coupable de meurtre, d'enlèvement et de vol qualifié et a été condamné à mort en avril 2013. Après une erreur de procédure lors de sa première condamnation, Beasley a déposé un plaidoyer pour être condamné à nouveau. Néanmoins, la décision a été confirmée après une audience fin 2020. Richard Beasley est actuellement dans le couloir de la mort et il est détenu dans l'établissement correctionnel de Chillicothe selon les derniers rapports. Borgone écope lui d'une peine de prison à vie. Une lourde peine pour ce jeune garçon qui finalement n'a jamais appuyé sur la gâchette, mais a aidé Richard Beasley dans ses crimes. D'ailleurs, dans une interview, Scott Davis disait qu'il avait beaucoup d'empathie pour Borgone, que c'était un bon garçon, qu'il a été manipulé par Richard dans cette relation père-fils. Une relation fusionnelle que Borgone n'aurait jamais eue avec son propre père. Scott, dans l'interview, dit qu'il pardonnait à Borgone, mais évidemment pas à Richard Beasley. Scott a pu ouvrir une entreprise de paysagiste et il rencontre un franc succès. La vie lui sourit enfin. Ces crimes témoignent d'une misère sociale dans une Amérique complètement déshumanisée, où des gens n'hésitent plus à tuer pour 5 € et pour survivre. Mais la détresse ne peut excuser cette violence. Faites vraiment attention quand vous regardez les petites annonces. Des lieux où de nombreuses personnes mal intentionnées peuvent se cacher. Du pervers à l'assassin. Un Richard Beasley pourrait se cacher derrière une petite annonce. Merci beaucoup d'avoir écouté cette vidéo. Je vous dis à bientôt pour une prochaine histoire.